Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode un peu particulier de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Pourquoi particulier ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un duo, une femme, un homme, un couple. Amélie et Sébastien Carlier. Et du coup, ça m'en fait peur de ma voix, vous vous rendez compte ? Et Amélie et Sébastien sont tous deux thérapeutes holistiques et ils accompagnent leurs clients à se libérer de leurs souffrances et à trouver un mieux-être. Ensemble, depuis 1998, ils ont traversé de nombreux défis qui ont renforcé leur relation et leur ont permis de développer une approche unique et puissante pour aider les autres. Dans cet épisode, ils vont partager avec nous leur parcours. Amélie et Sébastien, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, je suis vraiment en joie de vous accueillir. Vous êtes mon premier couple dans le podcast. Et, ça va donner une dynamique complètement différente au podcast et je suis vraiment très curieuse de voir ça. Avec plaisir. Hum, Avec plaisir. Le temps juste que je retrouve un peu ma voix parce que nom d'un clito, j'ai un chat dans la gorge. Nom d'un clito, interview. Alors, ben, pour faire un petit peu connaissance avec vous, avec le couple que vous êtes, j'ai envie de vous demander quel est votre rituel de couple préféré le matin pour bien démarrer la journée? Alors moi, il y a un rituel quotidien qui est que c'est Sébastien qui me réveille le matin. En fait, je mets pas mon réveil parce qu'il se lève en général bien avant moi. Et voilà, on se met d'accord le soir sur à quelle heure je dois démarrer le matin. Et c'est lui qui vient, qui ouvre les volets, qui vient me faire un bisou, qui me réveille le matin. Donc voilà, ça c'est mon petit rituel du matin. Puis il y en a un autre aussi quand c'est les beaux jours. En général, il va me cueillir mes petites framboises ou mes petites fraises que j'aime déjeuner les fruits le matin. Donc j'ai souvent mon petit bol de fruits qui m'attend pour déjeuner le matin. Voilà, c'est les petites, je le dis parce que c'est les petites attentions Mm. du quotidien du couple qui viennent aussi nourrir et enrichir le couple, quoi. Oui, absolument, absolument. Hmm. Et moi, ce qui me vient, en fait, c'est que c'est quelques minutes de connexion. Donc, au réveil d'Amélie, quand elle descend, euh, corps à corps et cœur à cœur, le temps de, voilà, de juste prendre contact avec nos respirations communes et puis d'être là, quelques minutes avant de démarrer la journée. Je crois que Mm. ça, c'est quelque chose qui est quotidien pour moi et qui permet de se connecter dès le matin. Oui, puis comme tu dis, de prendre ce temps, parce que je pense aussi que ça, on en discutera aussi, mais dans le couple, euh, on prend plus tant de temps que ça, surtout quand on est parent, comme vous. Et ça demande aussi de se remettre au centre et puis Mm. de prendre ce temps pour soi, de se donner cette valeur. Et, j'imagine que c'est aussi dans ces petites attentions et intentions aussi que quand c'est pas fait, ça peut aussi amener à, à des incompréhensions et à une déconnexion dans le couple. Mhm. Tout Mm. à fait. Mm. Alors, je vais commencer par vous poser plein de questions. J'en ai déjà posé une, parce que dans l'introduction, je citais que vous êtes en couple depuis 1998. D'ailleurs, la date m'a fait presque bugger. J'étais pas sûre d'avoir dit. Et ça commençait pas par 2000. Est-ce que c'est juste? Et c'est pas 1800 non plus, hein.
j'ai vu que tu avais mis un blanc juste après avoir dit la date. Donc, ça fait environ 25 ans. Et je peux imaginer que vous êtes passé par bon nombre d'initiations. Est-ce que vous pouvez chacun raconter un petit peu ce qui vous a amené à pratiquer la thérapie holistique et ce qui vous a inspiré à choisir ce chemin? Tu veux commencer? Ah, bah vas-y, c'est toi qui as commencé, donc moi j'ai suivi. C'est vrai que c'est moi qui ai commencé. Bah, moi, j'ai été diplômée psy en 2002 et j'ai commencé donc mon chemin avec plus du mental, on va dire, et un peu d'émotionnel. Hein. Dans la psycho, c'est plus de ces sujets-là dont il s'agit. Et ça m'a semblé insuffisant. Donc, j'avais besoin de pouvoir accompagner l'être dans plus de globalité, de revenir vers le corps aussi, parce que souvent on scinde les deux. Il y a ceux qui s'occupent du corps et il y a ceux qui s'occupent de la psyché. Et moi, je trouvais que c'était tellement, tu as des mots du corps qui viennent dire des mots émotionnels. Et puis parfois, quand tu es mal émotionnellement, le corps va se mettre à somatiser dans l'autre sens. Enfin, les deux sont entremêlés. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir globaliser tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à chercher des outils plus, voilà, qui peuvent aussi prendre en compte le corps, l'émotionnel et l'énergétique aussi. Et petit à petit, du coup, c'est pour ça que j'en suis arrivée au thérapeute holistique, parce qu'holistique, ça veut dire qu'il prend en compte la globalité de la personne, quoi. Mhm. Donc moi, ça s'est fait en quelques années. Je dirais que j'ai dû exercer peut-être 5 ou 6 ans en tant que psychologue avant de me diversifier. Et à partir d'une trentaine d'années, quand j'avais à peu près une trentaine d'années, là, je me suis mise à accompagner beaucoup plus globalement les personnes. Je te laisse suivre. Hmm. Et en ce qui me concerne, bah, moi j'ai un parcours en ingénierie mathématique et informatique, donc il y a quelque chose qui est très mental, on va dire, même si bah, mon émotionnel était présent. Euh, et puis bah, dans notre histoire de couple et notre histoire de vie, il y a eu un grand choc en fait en 2008 et ça a venu bousculer en fait toutes mes croyances, ça a venu bousculer tout ce qui était établi et, et j'ai commencé en fait un chemin de pacification personnelle et donc d'introspection. Et dans ce cadre-là, j'ai découvert de nombreuses pratiques ou de voies qui allaient bien au-delà du mental. Et ça m'a permis de les goûter, de les expérimenter, de toucher comment elles pouvaient être bénéfiques, qu'est-ce qu'elles permettaient aussi euh, comme opportunité d'aller au-delà en fait du mental dans le champ des perceptions et des ressentis. Et puis de toutes ces expérimentations et de toutes ces voies, ben, ça permet de toucher voilà, ce qu'on appelle cette démarche holistique, de prendre en compte l'être humain dans sa globalité. Et c'est comme ça que j'ai découvert en le faisant et en l'expérimentant, ben, souvent ça permet de mieux appréhender aussi les choses et ensuite ben, de les rediffuser, les transmettre ou de les mettre à profit dans les accompagnements pour les personnes voilà, qui sont en chemin avec nous, avec moi. Et ça fait on va dire, un peu plus d'une dizaine d'années maintenant que j'ai une approche, en fait, qui va bien au-delà du verbe. Mhm. Et, et voilà. Et je sais que, enfin, je vais parler des hommes, parce que voilà, et je sais que pour certains hommes, il y a quelque chose qui est très mental. Le fait d'ouvrir d'autres champs et d'autres chemins des possibles, des fois, ça vient perturber le mental et ça ouvre des voies d'accès, que ce soit dans le vibratoire éventuellement avec les bols, que ce soit euh, avec les huiles qui viennent toucher tout de suite l'émotionnel. Bon, voilà, le champ de la respiration donc voilà, je pense que c'est intéressant aussi pour ouvrir et mettre en conscience certaines choses. Et donc, les deux, vous avez un beau bagage déjà de vie, mais en plus, en tant que thérapeute holistique, euh, quels ont été les moments clés de votre parcours respectif qui vous ont mené à travailler ensemble dans l'accompagnement de couples et de groupes? Bah, en fait, je dirais que moi, je recevais déjà des couples en individuel. J'ai accompagné pas mal de thérapies de couple. Et on voit, bon, bien sûr qu'en individuel, tu vas décortiquer les détails de l'histoire personnelle de chacun pour voir qu'est-ce qui fait que ça bloque, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas, quelles sont les projections qu'on a sur son compagnon, etc.
Mais il manque un volet, enfin, pour moi, qui est chouette dans les groupes qu'on organise maintenant dans nos week-ends couples. C'est premièrement de se sentir unis avec d'autres personnes qui vivent la même chose, que tu retrouves pas en individuel. Tu as l'impression que ton couple, c'est le seul couple qui traverse des trucs pareils, qu'on sait pas s'y prendre, que les autres, ils y arrivent bien, les autres, ça se passe bien chez eux, enfin voilà. Et quand tu te retrouves dans un groupe avec d'autres couples, bah, tu réalises que non, en fait, c'est compliqué pour tout le monde, le couple, que c'est un chemin initiatique pratiquement, et que voilà, d'autres ont les mêmes difficultés que toi, sur des mêmes domaines aussi. Tu retrouves des grands domaines, la sexualité, les problèmes d'argent, les problèmes de... Bah, voilà, tu as des choses qui reviennent, des thèmes qui reviennent. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir proposer un espace où les gens se rendent compte que c'est pas que eux, on se sent moins seul. Et puis aussi, bah, pour moi, les week-end couples, ça peut être à la fois curatif, mais ça peut aussi être préventif. On a des couples qui viennent et qui vont pas mal. Ils viennent juste parce qu'ils ont envie de se donner un week-end de 3 jours pour nourrir le couple, pour se reconnecter, pour essayer peut-être d'explorer des voies de compréhension et de communication entre eux qu'ils n'ont pas l'habitude à la maison. Ils s'offrent un espace pour le couple, en fait. Et donc, pour moi, quand on propose les week-end couples, c'est aussi quelque part faire de la prévention pour pas avoir à retrouver les couples dans des états où c'est au bord de se séparer en thérapie après, quoi. Donc voilà, pour moi, il y avait cette continuité-là. Je sais pas, toi, ce que tu veux en dire. Euh, comme tu l'as dit en préambule, 25 ans d'histoire commune amène forcément un nombre d'expériences conséquent. En tout cas, nous, dans notre histoire, voilà, on a vécu de nombreuses choses et des choses qui sont plus ou moins agréables, d'autres plus désagréables. Mhm. Et sur ce chemin-là, dans le chemin du couple, ben, des fois, tu as le miroir, en fait. Tu as très souvent le miroir de l'autre dans lequel tu n'as pas forcément envie de regarder. Et des fois, la solution, ça pourrait être de se dire, bon, bah, je vais changer de miroir, je vais en trouver un plus joli qui va me dire que c'est moi le plus beau. Ou on va changer, on va partir, comme ça on verra plus le miroir et on aura l'impression que ça ira mieux. Et finalement, on trouvera un miroir similaire. On se dit, mais vraiment, j'ai pas de chance dans ma vie de tomber toujours sur le même genre de miroir. Donc, on a traversé, oui, enfin, tous les thèmes que vient d'évoquer Amélie, j'allais dire, on les a traversés. Trouver un moyen de communication efficace pour pouvoir comprendre ce que vit l'autre, l'accueillir, euh, voir comment on a envie d'y répondre, comment ça résonne en nous. Voilà, on l'a fait de nombreuses fois aussi avec des voix diverses et variées. Parce que comme on s'est rencontrés à 25 ans, on avait des tempéraments assez forts tous les deux, assez volcaniques. Voilà, il y avait de la tempête des fois. Et bon, voilà, au fil des années, ça s'est adouci. On a trouvé notre mode de fonctionnement. Et donc, de toutes ces expériences-là, euh, bah, l'idée, c'est si j'avais connu certaines voies avant, me dire, tiens, il y a ce chemin des possibles et on peut l'envisager sous cette forme. Peut-être que ça nous aurait économisé voilà, certains conflits qui étaient plus des fois dévastateurs que constructifs. Mhm. Donc ces deux-là aussi, moi, enfin, voilà, m'a donné l'envie de co-construire avec Amélie, parce que maintenant, au bout de 25 ans, on se connaît très très bien et il y a une mise à nu qui est bien au-delà des corps, qui fait que dans l'ensemble, même si on continue de cheminer ensemble et que voilà, c'est l'histoire d'une vie ou de plusieurs, il y a une forme d'harmonie et d'osmose et de complémentarité en fait qui fait que le binôme fonctionne bien et que de cette complémentarité, ça permet aussi aux gens qu'on accompagne d'avoir des miroirs différents parce qu'en fonction de leur histoire, des fois ça a été plus compliqué avec une femme ou ça a été plus compliqué avec un homme ou c'est bien avec un homme, ou c'est bien avec une femme. Et donc, ça permet aussi d'amener quelque chose qui est plus large qu'un accompagnement d'une seule personne, quoi. Et puis c'est chouette de partager ça aussi, je trouve aussi, comme projet de vie, parce que pour les couples, un projet commun, c'est important. Et il y a une question qui vient là, c'est, il y a un peu cette image que
il y a une sorte d'essoufflement au sein du couple après tant d'années. Euh, est-ce que, alors, je comprends que c'est pas forcément votre vision des choses. Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous permet de garder, alors je vais pas parler forcément de passion, mais de garder cette, puis j'ai le mot endurance, mais c'est pas forcément de l'endurance physique, Vas-y, lève, sœur, ok. ça peut l'être. Mais après 25 ans quand même, bah, d'avoir traversé tout ce que vous avez traversé, et puis quand je vous vois là, je vois un couple qui est proche l'un de l'autre et qui a l'air encore amoureux, qui met en place ces rituels du matin comme si c'était un début de relation. Donc vous en pensez quoi, vous? De ceux qui disent, ah ouais, mais au bout de tant de temps, quand même, on s'essouffle et puis l'amour s'éteint. La première chose qui me vient spontanément quand je t'écoute, c'est je pense que ce qui nous a aidés, nous, c'est qu'on s'est renouvelé sans cesse. C'est-à-dire que bah, déjà, individuellement, chacun de notre côté, on travaille sur nous et on avance. Donc, on n'est jamais les mêmes personnes, je te dirais. Comment tu peux te lasser de quelqu'un qui est tout le temps en train de se renouveler? Finalement, tu le redécouvres en permanence, puisqu'il change, il évolue et c'est plus la même personne. Donc, je dirais qu'en 25 ans, on n'est plus du tout les mêmes que ce qu'on était quand on s'est rencontrés. Donc, il y a ça déjà. Et puis après, c'est un job en fait. C'est un job de garder contact et de chercher à toujours se séduire et s'aimer au quotidien, malgré le quotidien et malgré le temps qui passe. Et Mhm. nous, on y a mis notre énergie là-dedans, donc je pense que c'est aussi ce qui a permis qu'on en soit là. Et au-delà de notre évolution individuelle, chacun de notre côté, il y a aussi une évolution dans le couple et la relation en permanence. Et effectivement, du coup, pour moi, cette relation qu'on a aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des phases et des étapes, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une étape qui se passe, on ne s'en rend pas tout de suite compte, mais on voit qu'il y a des choses qui changent. Ben, on se redécouvre et c'est comme si on retombe amoureux d'une nouvelle personne, d'un nouveau couple à chaque fois. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est difficile de mettre des mots, mais et effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, on en parle des fois avec des personnes, parce qu'on a énormément de couples qui se sont séparés autour de nous, dans nos amis, dans les gens qui nous entourent. Nous, on est très amoureux, en tout cas moi, tu peux pas dire. Je me positionnerai après. Donc, moi, je suis encore très, très amoureuse. Et en fait, l'intensité, elle change au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, tu as une espèce de passion folle et d'attraction des corps. Et en fait, tu n'es pas amoureux vraiment de l'autre. Tu es amoureux d'une image que tu as de l'autre. Parce que tu ne le connais pas en réalité au départ. Enfin, pas beaucoup. Et en fait, au début, tu aimes ce que tu vois chez l'autre. Mais ce que tu vois, c'est peut-être pas lui, en fait. Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il y a une espèce de folie passion comme ça, parce que c'est très intense, parce que tu projettes tout ton idéal et tout ce que tu adores chez l'autre. Donc, du coup, il est extraordinaire et tu l'aimes très, très fort. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas ce que j'appelle l'amour vrai. Tu vois? Et en fait, au fil du temps, tu découvres l'autre et là, tu commences à le voir tel qu'il est. Donc, il y a des choses qui t'agacent, qui te déplaisent, qui te déçoivent. Oh, tu dis, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, il y a vraiment une grosse. Et puis, à un moment donné, bah, au fur et à mesure du temps, si tu arrives à ce que chacun travaille sur lui et comprenne ce qui se joue, parce qu'à travers ça, je projette papa, je projette maman. Ah, il fait ça, ça me rappelle ma mère, je supporte pas ça. Ah, il fait ça, ça me rappelle mon ex, je supporte pas ça, tu vois. Mais lui, il est pour rien si toi, tu as un passif et un vécu d'avant, en fait. C'est à toi de gérer ce passif et ce vécu d'avant. Donc, au fur et à mesure que tu pacifies, que tu libères, tu commences à entrevoir l'autre de plus en plus tel qu'il est. C'est-à-dire que tu n'as plus les projections idéales sur lui, tu n'as plus les projections de tu vois à travers lui papa, maman, ton ex ou je ne sais qui. Et plus tu nettoies tout ce bazar, plus tu vois apparaître l'être vraiment tel qu'il est. Avec ses défauts, ses qualités, bien sûr. Mais tu apprends à aimer l'un, l'autre, les deux et à faire l'équilibre. Ça m'agace, mais ça, j'adore. Donc, dans l'ensemble, je l'aime. Et c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et cet amour-là, quand tu le touches, que tu le goûtes, pour moi, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, il est encore beaucoup plus intense et plus puissant que la passion folle amoureuse du début, en fait. Hmm. Ouais. Et c'est une autre forme d'amour.
Mais par contre, il y a des gens qui disent oui, alors au bout d'un certain temps, il y a la tendresse, on aime l'autre très profondément, mais il n'y a plus pareil au niveau physique, etc. Nous, on est toujours très, très, très attirés l'un par l'autre physiquement. On a même notre vie sexuelle qui a évolué au fur et à mesure de notre vie de couple et qui, je trouve, encore une fois, a pris une intensité différente. On a aussi découvert bah, voilà, tout ce qui est sexualité tantrique, vraiment la rencontre profonde de l'être, au-delà d'être juste dans les premiers chakras de la rencontre sexuelle. Enfin, et ce qui fait qu'on est arrivé à une intensité dans nos relations amoureuses sexuelles qui dépasse largement tout ce qu'on avait pu connaître au début, même si au début, tu es foufou et que tu es très excité, très amoureux de l'autre, en fait. Donc, en fait, c'est difficile à décrire avec des mots. Faut le vivre pour pouvoir le ressentir. Mais les choses bougent et évoluent au fur et à mesure du temps. Et ça se situe à des niveaux différents, ça fluctue, mais ça peut être tout aussi intense et fort, même après autant d'années, en fait. Et des fois, on en rigole tous les deux parce que on a des moments où on a encore, tu vois, on s'écrit des petits mots, on se fait des attentions d'un jour, on s'envoie un truc. S'il y en a un qui part en week-end, on s'écrit comme deux amoureux qui viennent de se rencontrer, tout ça. Effectivement, ça fait 25 ans, mais on a toujours cette connexion très forte qu'on a en général au début de la relation, quoi. Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Euh, Moi, je crois que... Donc oui, je suis encore amoureux, je réponds quand même. Et Ouf. On aurait découvert dans le podcast. je vais t'envoyer un petit SMS si tu veux bien sortir avec moi. Et Oui, parce qu'il me fait cette blague depuis 25 ans, régulièrement. Le soir, tout d'un coup, on est tous les deux sur le canapé. Il me regarde, il fait, je crois que je suis amoureux. Est-ce que tu voudrais bien sortir avec moi? bon, et, donc oui, il y a des gens qui nous disent, enfin, quand ils nous voient, enfin, je ne vais pas faire l'apologie du couple parce que c'est le chemin que nous, on a choisi, hein, d'accord? L'idée, c'est que c'est pas le chemin que doit prendre tout le monde, enfin, que doit prendre tout le monde. Euh, mais il y a des gens qui font ce chemin ou qui, voilà, qui ont eu des aléas sur ce chemin du couple et qui nous disent, mais vous avez de la chance. Et je crois qu'à cet endroit, bah, c'est pas de la chance. C'est comme le disait Amélie tout à l'heure, c'est qu'on prend soin, et tu l'as dit aussi en préambule. Nous, on a une famille, voilà, et avec 4 enfants. Le couple, c'est un socle en fait, c'est une base, c'est une fondation. Et si on ne prend pas soin donc de la relation, dans les aspects agréables et désagréables, et surtout ceux désagréables d'ailleurs, il y a quelque chose qui va se cristalliser au fil du temps, il y a des choses qui vont se distendre, peut-être que la relation va s'étioler. Donc, je crois que le fait d'avoir cette profonde envie de rester en lien, quoi qu'il se passe dans l'idée, pour pouvoir essayer de le traverser ensemble dans la mesure du possible au moment où on vit, ben ça contribue à renforcer en fait la relation. Donc c'est pas que c'est de la chance. Effectivement, quand on nous voit là comme ça, c'est peut-être de la chance, mais les gens nous voient pas ou nous ont pas forcément vus dans des moments de notre histoire où moi, en tout cas, par exemple, j'étais dévasté ou je traversais une émotion très intense, très forte. Je me dis mais qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, reste pas là, c'est trop de souffrance. Bon, ok, ça marche, mais une fois que, comme le disait Amélie tout à l'heure, ben, tu te dis, ouais, c'est quoi le miroir qu'elle me renvoie? Qu'est-ce qui se passe pour moi? À quoi ça me renvoie? Et qu'est-ce que je suis en train de traverser? Et est-ce que j'ai envie de m'en libérer, de me pacifier, de mettre de la conscience dessus? Et puis une fois traversé ça, on se dit, ah bah oui, c'était ça, quoi. Et une fois libéré de ça, bah, ça m'ouvre un espace encore plus grand, ce que certains appellent l'amour ou autre. Mais c'est ça qui se passe en fait. Une fois que bah, tu es plus libéré et plus conscient, bah, il y a plus d'espace pour vivre pleinement en fait les choses. Nous, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui nous accompagne, c'est qu'on a des projets communs, on a des choses en commun en fait qui nous font vivre. C'est-à-dire qu'un couple, deux personnes qui restent en parallèle le long d'une vie, mais qui se rejoignent jamais sur certaines choses, bon ben, le fait de partager des activités, que ce soit du chant, d'accompagner des gens, La danse de faire africaine. de la danse africaine, voilà quoi, des Mmh. choses. Et il y a quelque chose qui le nourrit en fait, ce lien. Et puis c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va au-delà en fait peut-être des mots, quelque chose que, comme je disais tout à l'heure, on peut appeler l'amour ou autre. Il y a une volonté en fait euh, de conserver le lien, pas à tout prix dans la souffrance, mais de traverser, de se dire qu'est-ce que ce lien vient m'apporter et qu'est-ce que je peux traverser avec Amélie pour pouvoir me libérer et puis du coup m'inscrire dans la relation beaucoup plus en joie, beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, quoi.
Mhm. Donc, moi, c'est ça qui me vient. Et c'est vrai que, bah, pour terminer là-dessus, certains parlent de période, en fait, dans la relation d'un couple. Ce que disait Amélie tout à l'heure, c'est qu'il y a la période de fusion où on a l'impression qu'on a trouvé notre âme sœur, notre flamme jumelle. Ah, mais c'est la femme ou l'homme qui était faite pour moi et merci l'univers me l'a envoyé. Puis au bout de 6 mois, on dit, mais non, mais il y a un SAV, là, on peut le renvoyer, le truc, parce que c'est pas du tout ça, finalement, que je voulais. Pourquoi on m'avait pas montré les défauts de fabrication et tout? Donc là, on a la période, en fait, de confusion. Et on se dit, mais ce miroir-là, non, mais il me renvoie des trucs où il fait des choses, j'en voulais pas, quoi. Et si on met son énergie à cet endroit-là pour ben, se pacifier autant que faire se peut et traverser cette période, ben, on peut arriver, ce que je nous considère nous, dans une période de diffusion où là, on est, chaque être que l'on est, ben, voilà, est expansé et puis va vivre ce qu'il a envie, et la relation est très très forte et très riche, et du coup, on a envie aussi de la nourrir, quoi. Donc voilà. Mhm. Ce qui me venait aussi là en écoutant Sébastien, je voulais ajouter quelque chose, c'est que finalement, euh, il faut pouvoir considérer le couple comme une opportunité d'évolution personnelle. Et c'est souvent ce qui fait défaut, c'est-à-dire que les personnes considèrent l'autre comme l'autre et comme celui qui est là pour m'empêcher de tourner en rond, qui m'embête, qui m'énerve, qui me provoque, qui me... L'autre, c'est un rival, c'est quelqu'un qui vient me bouffer mon énergie, au lieu de se dire que l'autre, dans son attitude, et c'est d'ailleurs le même rapport qu'on a avec les enfants. Les enfants, quand ils ont des comportements inadaptés, c'est l'enfant qui est un diablotin, qui est un monstre, qui est horrible. C'est pas juste qu'il est en train de me montrer quelque chose qu'il faut que je vois en fait en lui. C'est pareil dans le couple. L'autre, il n'est pas juste là pour nous enquiquiner, pour nous pourrir la vie ou pour je sais pas quoi. Si ça fait mal et que ça fait violence, ce qu'il est en train de faire, eh ben, peut-être qu'il faut que je réfléchisse pourquoi ça me fait mal et ça me fait violence. Et il est en train de me montrer un truc qui peut-être va m'être bénéfique parce qu'il va me donner une opportunité de me guérir et d'avancer et d'évoluer. Et donc, le fait de traverser chaque épreuve, à chaque fois qu'on a traversé à un moment donné un truc et qu'on a eu une compréhension chacun de notre côté pour notre individu et pour le couple, à chaque fois, on a l'impression d'un coup de devenir plus fort. On se le dit souvent. On a l'impression que le couple, il se renforce au fur et à mesure qu'on dépasse les épreuves. Et des fois, je dis en rigolant, quand on s'est rencontrés, il a dit tout à l'heure, on avait tous les deux tempéraments forts et deux caractères assez explosifs. On s'engueulait tout le temps à une période, enfin, c'était sans arrêt parce qu'on se raccrochait surtout. Et on avait des amis qui nous disaient arrêtez de faire vos carliers. C'était une expression, quoi. Chaque fois qu'on s'engueulait, on faisait nos carliers, tu vois, pour te dire, quoi. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, on a une friction importante qui nous remet en question et qui nous fait réfléchir peut-être une fois par an. Tout le reste du temps, c'est fluide. Tu vois, donc c'est là qu'on voit qu'il y a une évolution de l'être qui est de l'être, des êtres et du couple qui est extraordinaire, en fait, quand on se donne les moyens. Mais ce que j'entends quand je vous entends parler, c'est vraiment euh, un chemin déjà de connaissance de soi. Mm, Et puis, ça demande aussi de l'humilité et surtout une énorme confiance en l'autre pour se montrer tel qu'on est dans cette vulnérabilité et une prise de responsabilité aussi dans ce que tu disais, ou même ce que vous disiez, que ce que vous voyez ou ce qu'on a tendance à voir chez l'autre, ou on pourrait avoir tendance à dire c'est de sa faute à lui ou à elle, de se remettre en question soi, de se poser la question qu'est-ce que ça dit de moi, cette mm, situation? Et je trouve que dans un couple, c'est tellement important aussi. Et quand tu parles des disputes, bah, ça fait du bien d'entendre aussi que ça peut être simple, finalement, qu'il n'y a pas besoin de se chamailler, de se disputer. Et puis, il y a cette image qu'on pourrait avoir de la dispute et puis d'aller se, se réconcilier sur l'oreiller, puis qu'il y a une forme de toxicité qui se met dans la relation, alors que finalement, une fois qu'on a fait le travail sur soi, cette introspection qu'on se connaît et puis qu'on s'ouvre à l'autre et qu'on connaît toujours mieux l'autre, bah, la relation, elle peut être super simple et qu'il n'y a plus mm, besoin d'éclat de voix pour se faire entendre. Je crois que oui, la question d'humilité, c'est de se dire enfin, à qui est le problème.
Et si on considère que le problème, en fait, c'est toujours l'autre, que c'est toujours de sa responsabilité, de sa faute, il n'est pas comme il faut, comme on veut, et tout un tas de choses, ça laisse pas l'espace à voir pourquoi ça s'agite en moi. Parce que, enfin, moi, le discours, c'est pas l'idée de rester à tout prix avec quelqu'un dans lequel on est en souffrance. Parce que ça peut donner l'opportunité de se dire, bon, on se respecte pas, on s'écoute pas, on est dans une dépendance affective, et ce qui s'ensuit. Donc, l'idée n'est pas de rester absolument avec quelqu'un, mais si à ce moment, à cet endroit-là, en fait, quand il se passe quelque chose, de se dire, mais qu'est-ce qui vit en moi, en fait? Qu'est-ce qui s'agite en moi? Pourquoi je vis ça de cette manière-là? Pourquoi c'est si intense? Et là, ça ouvre l'espace à se dire, bah oui, c'est en moi, en fait, que ça se passe. Et pas l'autre n'est juste qu'un miroir. Donc, est-ce que je peux m'offrir, en fait, l'espace donc, de visiter pourquoi ça s'agite? Et donc, souvent, c'est un espace de guérison, de croyance, d'injonction et autres. Et une fois que j'ai fait ce chemin-là, puisqu'en moi, c'est paisible, l'autre peut continuer à agir de la même manière, mais en tout cas, moi, je ne réagis plus. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important. Et puis ce que tu disais tout à l'heure aussi, et dans l'histoire aussi des 25 ans, c'est que, ouais, c'est la mise à nu, quand je parlais de la mise à nu tout à l'heure, c'est que plus tu avances avec la personne, et plus il y a la confiance qui s'installe parce qu'il y a de l'authenticité, parce que tu la connais de mieux en mieux, parce qu'il n'y a plus grand-chose à cacher, en fait. Mm. Plus tu laisses l'espace aussi, s'il y a des blessures beaucoup plus profondes, en fait, des choses beaucoup plus cachées de ton histoire, de ton enfance, je ne sais quoi, le fait qu'il y ait un espace sécure, authentique, empli d'amour, donne et offre l'opportunité que ça s'ouvre. Mm. Mais ça, c'est au fil du temps, en fait. C'est parce que, justement, il y a cette relation de confiance et de sécurité qui s'est installée. Et c'est pour ça aussi qu'on ne s'ennuie pas, parce que des fois, il y a des choses qui ressurgissent et on dit, ah oui, ça a peut-être pris du temps, mais c'est là parce que bah, c'était le moment où ça pouvait sortir, parce qu'il y a l'environnement qui a été créé pour ça, en fait. Mm. Donc c'est aussi ça pour ça que c'est de se laisser le temps aussi de se connaître pour, ben, pour pouvoir en fait goûter l'intensité derrière de ce qui peut émaner d'une relation où on est en sécurité, où on peut être authentique, où on peut être à nu, euh, au-delà d'extérieurement, mais à nu intérieurement. Est-ce que dans ces couples qui viennent vers vous, tout en respectant bien sûr leur intimité, est-ce que souvent on peut dire qu'ils ont une forme une idée par rapport à la sexualité, de ce que ça devrait être dans le couple et qui se disent, ben voilà, si on n'a plus de rapport, et ben c'est la fin des haricots et puis le couple est terminé? Ou est-ce qu'on peut aussi se dire que cette sexualité au sein du couple, plutôt que ça devienne une nécessité, ça peut se changer en cerise sur le gâteau, et puis que ça ne soit plus le pivot, enfin ce qui fait tourner le couple, mais qu'il y ait toute cette connexion autour, et puis que bah, quand il y a sexualité, c'est top en fait. On n'attend pas forcément que un rapport ou des liens sexuels pour maintenir le couple. En fait, moi, j'aime bien dire que selon où on en est chacun et selon où en est le couple, on peut connecter l'autre par différents bouts, différents chakras, moi je dis, parce que voilà, je suis dans la tradition ayurvédique, mais donc il peut y avoir des couples qui sont hyper connectés par le premier et le deuxième chakra, et pour qui la sexualité, c'est vraiment le pilier de leur couple, parce que c'est là qu'ils se retrouvent, qu'ils fusionnent, qui se nourrissent quelque part. Et puis, bah, intellectuellement, ils ne matchent pas. Ils ont besoin vraiment de parler avec des amis, etc. Parce que eux, entre eux, finalement, ils ne matchent pas à ce niveau-là. Donc, ils vont se nourrir sur ce domaine-là ailleurs, tu vois. Enfin, il peut y avoir des couples qui sont très, très connectés spirituellement. Ils se sentent flammes jumelles, etc. Et tout. Et la sexualité, c'est pas du tout leur... ça va pas, ou c'est pas leur truc, ou c'est pas leur priorité. Et puis, bah, selon la chance qu'on a ou le travail qu'on a fourni, on peut avoir de plus en plus de connexions sur différents plans avec l'autre. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y a pratiquement tous les plans où je suis en connexion avec Sébastien. Et donc, du coup, si tu veux, la sexualité, c'est un plan qui est important, mais il y en a plein d'autres aussi sur lesquels on se raccroche et on échange et on se nourrit, en fait. Donc, je te dirais que cette histoire de la place qu'a la sexualité dans le couple, ça va dépendre aussi des autres points d'accroche ou des autres points où on se nourrit dans le couple, en fait.
Et donc, ça a vraiment varié d'un couple à l'autre. C'est très complexe. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est bien rare qu'il n'y ait pas un truc souffrant à cet endroit-là. Mm. Souvent, il y en a un des deux qui va avoir envie plus que l'autre. Il y en a un des deux qui va avoir des blocages, qui va du coup envahir la vie sexuelle du couple. Enfin, c'est rare que tout soit merveilleux et fluide sur le plan sexuel, quoi, Mm. dans la plupart des couples. Mm. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que sur le week-end qu'on fait pour les couples, on a une journée qui est dédiée en fait au corps. Euh, Parce que je crois que ce qui fait la force aussi de notre couple, c'est le fait, comme le disait Amélie, c'est d'avoir une connexion sur les différents plans et le fait d'avoir cette connexion aussi au niveau des corps et qui a évolué largement au niveau des 25 ans. Et ce que je vois aussi des fois avec les hommes, c'est qu'il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup de faire en fait. C'est quelque chose qui est des fois très quantitatif. Mm. Et le fait de les inviter à se dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de voir les choses et d'approcher la sexualité d'une autre manière, de pas être forcément absolument dans l'action, le faire, l'objectif, mais de mettre plus de conscience, de présence, euh, de lenteur des fois leur permettra finalement de goûter une intensité qui est beaucoup plus grande que celle qu'ils connaissent ou qu'ils ont toujours connue au travers de croyances sociétales, de films et autres, et de venir en fait proposer un, un autre mode de relation intime qui, en tout cas pour moi, fait goûter une intensité en fait, de quelque chose que je ne connaissais pas. Et ça ouvre aussi un champ du coup des possibles. Parce que Mm. l'idée, c'est aussi de pas s'ennuyer, parce qu'il y a des gens qui disent, bah, oui, 25 ans, c'est pareil, il y a souvent l'idée, bah, 25 ans avec la même partenaire, voilà. Euh, je crois que c'est une découverte, entre guillemets, à chaque fois, en fait. Si on s'offre cette approche-là, et ça me fait penser à la Sagrada Familia, voilà, cette cathédrale où je pense qu'on peut la regarder enfin, pendant des années, on n'aura jamais tout vu. Et ça n'a jamais été les mêmes perceptions. Bon, même si voilà, on n'a pas le droit de poser ses mains dessus, mais voilà l'idée. Mais je crois qu'il y a vraiment ça. Je vois ça aujourd'hui, des fois un peu comme la Sagrada Familia, c'est-à-dire que l'attention, la conscience, le moment ne sera jamais pareil. Et donc, ça offre un champ des possibles qui est totalement différent. Et je crois que enfin, d'éveiller, le terme est pas, mais de se dire, regarde, il y a ça qui existe aussi dans d'autres cultures, que ce soit le taoïsme, le tantrisme, voilà, le sexe, sexualité consciente et autres. Si tu fais le choix de l'expérimenter, tu vas peut-être goûter quelque chose qui va te sortir, en fait, d'une sexualité que tu connais, qui est très mécanique, et tu vas pouvoir goûter une intensité qui est différente. Même si, et on n'est pas obligé non plus, dans cette dynamique-là, d'avoir un schéma avec forcément pénétration, éjaculation et tout ce qui s'ensuit. Ça peut offrir un champ même juste du toucher, du contact et de la présence, qui offre une intensité qui est aussi beaucoup plus intense, presque transcendantale, c'est le mot qui me vient, quoi. Donc Mhm. ça, c'est un chemin aussi à s'offrir et on essaye de sensibiliser aussi à cet endroit et de mettre de la communication. La communication intime est parfois laissée de côté, c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément, on ne sait pas trop comment, on n'ose pas et le fait de ne pas savoir, ça complexifie, je crois, la rencontre et le fait de pouvoir se créer des espaces où c'est pour parler en fait et de mettre de la communication intime, c'est fondamental aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on évoque aussi dans les rencontres avec les couples. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. En fait, on propose des expérimentations euh, au couple pendant cette journée sur le corps, dans le toucher, dans la rencontre, dans la pleine conscience. Mm. Et en fait, tu découvres l'autre complètement en faisant comme ça. Ouais. Parce qu'encore une fois, tu reviens à l'intériorité et à l'essence
t'es plus dans le mental et dans tout ce que tu projettes sur lui. Parce que même en faisant l'amour, les gens projettent. Ah, il doit penser ci, ah, il va faire ça, ah, il va éjaculer, du coup, j'aurai pas le temps d'avoir mon orgasme, ah, il va. Et tu vois, t'as tout ce truc. Et puis le mec de son côté, ah, purée, quand est-ce qu'elle va jouir? Parce que là, si je m'arrête et que bah, elle aura pas joui, et puis du coup, elle va pas être contente. Et puis, tu vois, le mental, il est là en permanence. Et c'est lui qui nous pourrit les moments d'intimité, en fait. Mhm. Et donc, quand tu lâches ça et que tu apprends par des techniques et des expérimentations spécifiques à ne plus être dans ce mental, à être juste dans le corps, dans le ressenti, dans l'exploration et la découverte de l'autre, dans l'émergence et pas dans je pense ça et c'est comme ça que ça va être, eh ben, il y a un monde qui s'ouvre en fait, Mhm. complètement différent. Mhm. Il y a Ouais. même un monde de guérison des fois, parce que tu ouvres un espace, ou pareil, tu ouvres un champ des possibles qui fait que des fois, il y a des choses qui se décristallisent dans le corps et avec une énergie qui circule et qui est libérée parce que l'espace est là pour l'accueillir. Et voilà, et on peut goûter en fait des choses voilà, qui sont au-delà du mental en fait. Mhm. Et c'est aussi une voie de guérison. D'ailleurs, dans le Tao, ils expliquent les Européens ont beaucoup rigolé avec le Kama Sutra, par exemple, et dans le Tao, c'est pareil, ils expliquent qu'il y a différentes façons de faire l'amour et différentes positions du corps, mais comme quand tu fais des postures de yoga, en fait, tu vois, ou en te positionnant d'une manière ou d'une autre, tu vas faire circuler l'énergie d'une manière ou d'une autre qui va venir guérir les articulations, guérir les organes. Donc, tu peux même te guérir en faisant l'amour, tu vois, enfin, ou guérir ton partenaire en faisant l'amour. Donc, on est dans des intentions complètement différentes de ce qu'on, nous, occidentaux, on peut voir de la sexualité, tu vois. Mhm. Et moi, je sais que j'ai découvert, moi qui ai eu pendant longtemps des difficultés à lâcher mes émotions, je les bloquais, je les coinçais vachement quand j'étais plus jeune. Bah, parfois, en faisant l'amour, en étant dans cette intensité-là, ça faisait lâcher mon bouchon coincé et je pleurais à la fin. Mais les pleurs, c'était des pleurs de libération. Ça me soulageait enfin de mon émotion qui pouvait se libérer. Et ça, c'est des choses que tu peux vivre quand tu es dans une intimité forte, partagée, dans la confiance, et où finalement, la relation sexuelle que tu vas vivre avec l'autre va être nourrissante et guérisseuse. Mhm. Tu vois? Et ce que j'entends aussi, c'est que euh, finalement, on en revient à j'ai souvent ce mot responsabilité qui revient. Euh, Chacun se responsabilise aussi par rapport à ses propres besoins physiques en lien avec l'autre et qu'il n'y a plus cette attente que, par exemple, l'homme, c'est lui qui amène la femme à la jouissance, mais que la femme peut reprendre sa responsabilité là-dedans, ce qui, j'imagine, enlève un gros poids sur les épaules de l'homme qui a moins Pas du tout. qui a plus, ou en tout cas qui est allégé par rapport à ce souci de performer aussi. Tout à fait, oui. Non, mais une vraie croyance hein, pour les hommes à cet endroit, hein, tu vois, euh, ça remet en question leur puissance, quoi. Ça remet en question le objectif orgasme, tu vois, c'est presque, voilà, quoi. Et forcément, tu t'arrives avec une pression, quoi. Tu arrives avec, il faut, je Mm. dois. Tu vois, c'est un truc, c'est déjà, et voilà, et l'idée de passer de quelque chose qui n'est pas de la décharge, quoi, tu vois, c'est de se dire, ah bah oui, et je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension, en fait, autour de ce que peut apporter la sexualité ou de quiproquos ou justement de mésententes et de conflits par manque de communication et aussi de pression, de croyances, d'injonctions qui pèsent sur les uns et les autres. Et en remettant du dialogue, de la communication, en remettant en question ce qu'on croit, il faut que ce soit comme ça, ben, ça ouvre des espaces qui mettent beaucoup plus de légèreté d'ailleurs à cet endroit au niveau de la sexualité et qui permet juste de goûter quelque chose beaucoup plus dans la joie, dans l'extase, dans la découverte, dans l'exploration, dans la présence, dans la conscience et qui donne du coup une intensité qui est beaucoup plus forte. Vraiment, intensité, moi, c'est le mot qui. Voilà. Mm. Et ouais, je crois que c'est important de venir. Euh, de mettre de proposer ces autres voies, en fait, ces autres cultures, en fait, ce que proposent, et de sortir des injonctions qui pèsent sur la sexualité, quoi. Mm. Ouais. En fait, si on fait une caricature, dans notre société occidentale, en France en tout cas, mais je pense dans beaucoup de pays occidentaux, la sexualité, elle est coincée entre la sexualité de décharge un peu pornographique et
la culture judéo-chrétienne du bien, du mal. Mhm. Alors bonjour et bon courage pour avoir une sexualité épanouie si tu restes dans ces deux, coincé entre ces deux principes-là, quoi. Mhm. Mhm. C'est Tu ça. vois, c'est... Oui, c'est fou comme les conditionnements et la manière dont on a été éduqué de manière directe ou indirecte vient avoir un impact si fort, déjà sur soi, mais en plus sur tout ce qu'on est, sur toutes les facettes qu'on est, puisque la sexualité, c'est une partie de ce qu'on est. Et, avec tout ce que vous avez pu voir, les transformations que vous avez pu voir, quel message est-ce que vous avez envie de dire aux couples qui nous écoutent, hommes, femmes, qui sont en train de se reconnaître dans certaines parties de ce que vous dites et qui pourraient hésiter soit à faire ce chemin ensemble de découverte ou qui ont très très envie au contraire de venir découvrir ça. Moi, je leur dirais de ne pas attendre trop, en fait. De pas laisser passer trop de temps en se disant ça va passer avec le temps, ça ira mieux. Que ce soit pour n'importe quoi dans la vie, que ce soit pour un deuil, que ce soit pour des problèmes de couple, que ce soit... C'est pas le temps qui fait que ça va mieux. Ça dépend comment tu utilises le temps. Si tu utilises le temps sans rien changer, à patienter dans ton coin, ça ira pas mieux en fait. Ça peut aller mieux si tu utilises ce temps en faisant quelque chose qui va permettre de pacifier, de libérer, etc. Donc quand on hésite et on ne sait pas trop, je pense que il vaut mieux y aller en fait. Il vaut mieux aller faire quelque chose ensemble. Il vaut mieux soit un week-end comme celui qu'on propose ou soit un week-end à deux. On s'organise ça et on le priorise. Parce que plus le temps passe et plus les grains de sable qui se sont mis dans les rouages du couple se cristallisent et plus ça devient difficile après de... C'est pas impossible, mais c'est de plus en plus difficile. Donc autant le faire quand c'est pas encore trop difficile. Ce sera beaucoup plus facile et fluide que d'attendre que ça soit plus lourd et que ça devienne vraiment compliqué. Des fois, on arrive au point de retour aussi. Il y a eu tellement de blessures, de rancœur et de douleur que l'amour est écrasé en dessous et on n'y arrive plus. On ne retrouve même plus les sentiments positifs parce qu'il y a eu trop de lourdeur au-dessus, quoi. Mhm. Donc moi, si je devais dire quelque chose, c'est n'attendez pas. Saisissez, c'est maintenant, quoi. C'est pas dans X temps qu'il faudra faire quelque chose. Mhm. Euh, ouais, n'attendez pas, je crois que c'est important, on l'a dit un peu tout au long de cet échange, de, de prendre soin. C'est fondamental, hein. Parce qu'on pourra toujours se dire, bah oui, mais il y a ça qui est important, ça c'est important, ça c'est important. Et on a l'impression que, bah oui, on n'a pas le temps de prendre soin et puis bah, on fera plus tard. Euh, Enfin, plus tard, des fois, c'est plus douloureux, plus compliqué, euh, inéluctable quand on, des fois, voilà, les séparations ou autres. Euh, je crois que ce qui est de mettre de la communication comme on peut, en fait, même si c'est s'écrire, des fois, en fait, quand on n'arrive pas à parler, bah, des fois, on peut s'écrire. Ça permet de faire le point aussi sur ce qui vit en nous et puis de choisir les mots. Et donc, il y a ça. Et puis d'oser expérimenter d'autres champs des possibles parce que bah, il existe des voies pour mieux communiquer, pour mieux nourrir le couple, pour bien ensemble, et puis retoucher cet espace de joie en fait qu'est le couple, Mhm. et pas et de pas ne vivre comme le disait Amélie que les contraintes d'une forme de quotidien ou autre, et puis bah, on se rejoint plus dans la joie. Mhm. Et je crois que bah, pour que ça, voilà, pour qu'on ait envie de continuer, et que ce soit bon, et que ce soit, bah, l'idée c'est de se retrouver dans la joie, que ça puisse nourrir cette énergie-là, puisse nourrir aussi les moments où ce sera plus compliqué. Mhm. Donc, et puis que chacun, tu le disais tout à l'heure, et tu l'as dit plusieurs fois, que chacun prenne sa part. S'interroge aussi de se dire quelle est ma part en fait, c'est quoi mon bout de relation et qu'est-ce que je peux faire dessus. Mhm. Donc ça me semble important, ça me semble important aussi. Et il y a une force aussi, c'est le groupe. Je crois que des fois, on se dit, bah oui, notre couple, c'est notre groupe, mais finalement, on voit toujours que quand on est en groupe, il y a des effets de miroir qui sont tellement guérisseurs, Mhm. qui sont tellement, qui permettent de mettre en lumière, en fait, des choses et de se dire, ah oui, et puis bah, ces échanges nourrissent, ces échanges pacifient, ces échanges
impulse aussi des notes d'espoir, de possible. Et je crois que ouais, la force des groupes met une énergie particulière aussi, qui est souvent salvatrice et qui permet d'ouvrir des champs de guérison qui sont importants parce qu'il y a une intensité qui est forte. Moi, je voulais ajouter un truc aussi, c'est si je devais donner une autre piste, c'est donner une chance à l'autre euh, de le voir différemment de comment je le voyais jusque maintenant. Mhm. Parfois, on connaît l'autre depuis tellement de temps qu'on l'a figé dans un fonctionnement ou dans un rôle ou dans un... Et en fait, on lui donne même plus l'opportunité d'essayer de changer ou d'être différent. Il est coincé dans notre esprit à un endroit. Et dans ces week-ends-là, il y a aussi ça, c'est que des fois, les gens sont hyper surpris dans un contexte qui est complètement différent du quotidien, avec des gens différents du quotidien, de découvrir l'autre et de se dire, waouh, il peut être ça. Hmm. En fait, je croyais le connaître par cœur, mais en fait, non, il y a des trucs de lui que je ne savais pas qu'ils existaient. Et des fois, c'est triste parce que j'ai des femmes que j'accompagne qui me disent, ouais, avec moi, il a jamais été comme ci, comme ci, comme ça. Et là, maintenant, avec sa nouvelle pétasse, parce qu'elles sont en colère, parce qu'il a changé de femme, il fait ci, il fait ça, alors que moi, il a jamais fait et tout. Et je me dis, ça veut dire qu'il était capable de le faire. Mhm. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il l'a pas mis en œuvre avec toi à ce moment-là? Mhm. Peut-être qu'il n'y avait pas la possibilité de mettre ça en œuvre avec toi à ce moment-là. Et il a réussi à le mettre en œuvre avec quelqu'un d'autre après. Donc, il ne faut jamais penser qu'on connaît l'autre par cœur et qu'on l'a figé dans un petit coin, dans une case et qu'il ne peut pas en bouger. Il faut aussi ouvrir son champ des possibles en se disant, je lui laisse une chance d'être différent de ce que je connaissais jusque-là, en fait. Et pour les hommes, c'est qu'il y en a, bon, souvent les hommes sont euh, invités, on va dire comme ça, par leurs femmes, avec plus ou moins d'insistance, dans l'idée. Et certaines sont vraiment surprises de les voir se révéler, Mhm. en fait, Pendant le week-end, ouais. pendant le week-end, parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre au fur et à mesure. Et, des fois, je revois enfin, les yeux enfin, de ces femmes pétiller et se dire, ah ouais, mais ah oui, c'était ça. C'est ça aussi que j'aimais chez lui ou que j'aime chez lui. Et il y a quelque chose qui se révèle dans la découverte, dans l'expansion, dans l'émotionnel, dans la créativité, parce qu'on a des choses aussi artistiques et en lien avec la nature. Hein. Et, euh, et je trouve ça, enfin, c'est beau aussi. Ça rejoint un peu l'idée de se dire, bah, tiens, quand il y a un espace qui s'ouvre, un champ des possibles et qu'un être peut s'exprimer et s'autorise à le faire, ben, ça permet de redécouvrir des choses de lui en fait qui peut manifester à cet endroit et de se dire ah bah oui c'est pour ça que je suis heureuse on va dire dans ce cadre-là d'être en chemin avec cet homme par exemple. Mhm. Donc En fait, le week-end, il offre ça aussi, c'est que pendant 3 jours, ils sortent de leur contexte du quotidien, ils sortent de leur zone de confort habituelle. Ils se trouvent dans un lieu qu'ils connaissent pas, avec des gens qu'ils connaissent pas, et c'est comme si bah, tu repartais de zéro et tu te redécouvres dans un contexte complètement différent d'habitude. Donc, tu peux t'autoriser d'un coup à faire des trucs ou à expérimenter des trucs ou à être des trucs que t'es pas d'habitude, quoi. Ça donne aussi cette opportunité-là. Mhm. et ils repartent aussi avec un projet dans l'idée euh, qui est voilà mise en forme avec aussi un projet de se dire ok qu'est-ce qu'on fait après ce stage pour rester dans cet élan, dans cette dynamique, dans ce mouvement, et pour nourrir notre couple, euh, parce qu'on a cœur à le faire. En fait. C'est comme si à la fin du week-end, ils faisaient un choix. Ils choisissaient de continuer d'avancer ensemble avec maintenant d'autres perspectives et Ils se disent d'autres. oui, voilà. Ils se Nous, disent on le fait régulièrement. Tous les ans, au moment de notre anniversaire de mariage, bon alors, on refait une année? En tout cas, je mettrai le lien pour vous retrouver et avoir plus d'informations sur le stage, les prochains stages dans, dans le descriptif. Et, merci vraiment beaucoup, beaucoup d'être venu partager votre vie, votre expérience euh, avec les auditeurs du podcast. Avec plaisir. merci à toi. Merci. Et puis, chère auditrice, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode de Nom d'un clito. Pour en savoir plus sur Amélie et Sébastien, comme je l'ai dit, je vous ai mis leurs coordonnées dans le descriptif de l'épisode. Et rejoins-moi pour les prochains épisodes où tu découvriras de nouvelles intervenantes et des nouveaux intervenants aussi. À très bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes
et tous. Pour tout savoir sur l'univers non d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!